Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est un cas de disparition que je n'ai jamais fait encore sur ma chaîne. Parce qu'il s'agit d'une double disparition et que surtout elle est très récente, elle date d'il y a seulement quelques mois. Ce dossier est un dossier en partie ARPD. Alors ARPD, pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, c'est l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues pour laquelle je suis enquêtrice bénévole. Je dis en partie parce qu'il y a un côté de la famille qui a saisi la RPD très récemment et l'autre qui va très certainement le faire dans les prochains jours. Il s'agit de deux sœurs, l'une et l'autre de chaque personne disparue qui sont en contact avec moi pour cette vidéo et qui le sont également entre elles car elles se soutiennent et qu'elles ont les mêmes interrogations. Qu'est-il arrivé à Nabil et Roxane ce 18 février 2022? On se retrouve juste après ça. Je vais vous faire un rapide tour du contexte de vie de Nabil et Roxane pour essayer de comprendre un petit peu mieux dans quelles circonstances on arrive à ce vendredi 18 février 2022, donc dans quelles circonstances on arrive à leur disparition. On va commencer par Nabil Tourougui. Nabil est un jeune homme assez grand de 23 ans. Il est marocain et il est né au Maroc. D'ailleurs, sa famille, la plupart de sa famille, habite encore au Maroc au moment où je vous parle. Il s'entend très bien avec sa famille. Je vous laisse un petit peu avec les mots de sa sœur concernant sa personnalité. Concernant mon frère Nabil, il est très gentil, sérieux, calme, serviable, intelligent, aimable et même très timide. On est 7, 4 sœurs et un seul frère. C'est le fils unique, bien sûr mes parents. Ils s'entendaient très bien, parfaitement bien avec sa famille, il est très compréhensif. C'est un jeune homme qu'on peut qualifier de bien sous tout rapport. Il a toujours eu des bonnes relations avec sa famille. De ce qu'on sait, il fume pas, il boit pas, il travaillait super bien à l'école et il a eu son baccalauréat au Maroc et puis ensuite il a décidé à l'âge de 19 ans de partir faire ses études en France. C'est donc à 19 ans, donc à peu près 4 ans avant les faits, qu'il décide de déménager en France et plus précisément à Biarritz. Biarritz, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est une magnifique ville du sud-ouest de la France, du Pays Basque, très connue pour ses plages et ses surfeurs parce qu'il y a des très belles vagues. Effectivement, c'est une ville qui borde l'océan Atlantique. Lui, il a entrepris des études d'ingénieur à l'école d'ingénieur Estia afin d'obtenir son diplôme évidemment et il l'a obtenu fin d'année 2021. Ensuite, il veut rentrer très rapidement dans la vie active, donc il va faire des recherches d'emploi et il trouve un emploi, il trouve une entreprise qui veut l'embaucher à partir d'avril 2022. Et c'est une entreprise qui se base à Lille, donc complètement au nord, rien à voir avec Biarritz. Alors pourquoi Lille? En fait, il a une sœur, une de ses sœurs qui habite en Belgique, avec qui il s'entend très bien. Et donc je pense, et d'ailleurs je pense que la famille l'a confirmé ou le confirmera sous cette vidéo, je pense qu'effectivement c'était pour se rapprocher de sa sœur. C'est d'ailleurs une sœur avec qui il s'entendait très bien, il lui rendait visite très régulièrement et en plus elle attendait un heureux événement, elle était enceinte au moment des faits. En ce qui concerne ses fréquentations, Nabil n'était pas tout seul sur Biarritz. En 4 ans, il a réussi à construire une nouvelle famille constituée d'amis, on va dire sa deuxième famille. Il s'entendait très bien avec ses amis, toujours bout en train, il était fan de jeux vidéo, il était fan de sport, plus précisément de football et voilà, il formait une belle bande. Au moment des faits aussi, il était très discret sur ses fréquentations puisqu'il était quand même un peu timide. De l'autre côté, on a Roxane Benest, je sais pas si ça se dit comme ça, Benet ou Benest.
En tout cas, on a Roxane qui, elle, au moment des faits, habite également autour de Biarritz. Plus précisément dans une petite commune au nord de Biarritz, donc pas dans Biarritz même. Et elle, de base, elle est originaire de Charente. Elle est venue dans cette région parce qu'elle adorait la région, elle a vraiment aimé. Elle est sur la région depuis vraiment très peu de temps au moment de la disparition. Elle est un petit peu plus jeune que Nabil, elle a 21 ans et d'ailleurs elle allait avoir 21 ans juste après sa disparition, quelques semaines après. Elle exerce le métier d'aide-soignante dans une maison de retraite. D'ailleurs, ses collègues s'entendent très bien avec elle, n'ont rien à redire, c'est une bonne bosseuse, c'est une bonne collègue. Quand elle est arrivée sur la région, elle avait trouvé une colocation où il y a plusieurs chambres à louer. La chambre était environ de 400 €, donc franchement, quand on débute dans la vie active, c'est vraiment top. Roxane a décidé de partir et de prendre un nouvel appartement seule cette fois-ci. Il y a eu une histoire d'annonce sur un groupe Facebook concernant justement de la location ou d'échange de bons procédés concernant des logements. On pense avec sa sœur qu'en fait le proprio avait dit bon bah y a pas de souci, tu quittes l'appartement mais tu trouves quelqu'un pour te remplacer. Donc elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une annonce sur un groupe Facebook pour voir si quelqu'un était intéressé par sa chambre et elle de toute façon, comme je vous ai dit, elle avait trouvé un logement qui lui convenait dans le nord de Biarritz et elle était seule. Apparemment ça se passait super bien, donc plus de soucis niveau logement. Au niveau familial, Roxane a ses parents avec qui elle s'entend bien. Elle a également une grande sœur et un petit frère. Roxane allait bien dans sa vie à ce moment-là. Elle avait des projets, un nouveau travail et surtout elle était très contente parce qu'elle allait devenir tata, parce qu'en effet sa sœur était enceinte au moment de la disparition. Le seul souci c'est que comme elle venait de débarquer dans la région, mis à part ses collègues de travail, elle connaissait pas grand monde et puis son but c'était justement de se créer peut-être une petite bulle d'amis et de rencontrer des personnes. Et c'est un peu dans ce contexte-là que Roxane et Nabil commencent à échanger en janvier 2022 à travers les réseaux sociaux. Alors on ne sait pas s'ils se sont rencontrés sur une application de rencontre. Tout ce qu'on sait c'est qu'ils échangeaient et sur Instagram et sur Messenger et ils parlaient depuis environ janvier 2022. On ne connaît pas réellement le but de cette relation, je pense qu'ils apprenaient simplement à faire connaissance et puis plus si affinité. D'ailleurs ils ont des emplois du temps tous les deux très chargés et ils ont du mal à s'organiser un premier rendez-vous. Ils arrivent à se l'organiser le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2022, mais c'était pas voulu. En tout cas, ils ont réussi à se libérer à ce moment-là. Ils se sont vus. Ils ont pris cette photo qui malheureusement a fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. C'est une photo qu'ils ont prise le jour de leur première rencontre. On voit d'ailleurs qu'ils ont l'air heureux, qu'ils ont l'air contents. Ça a l'air de s'être plutôt bien passé puisqu'ils s'organisent un deuxième rendez-vous. Le rendez-vous se passe 4 jours après, donc le vendredi 18 février 2022. Vous avez retenu la date malheureusement, c'est le jour de la disparition. On arrive à ce 18 février 2022, c'est un jour où il fait plutôt beau, sauf aux environs de 18-19 heures où il commence un peu à pleuvoir, à avoir des petites averses. Vous allez voir, si je parle de la météo, c'est que c'est important derrière. À partir de ce vendredi 18 février 2022, en fin de journée, on n'a plus aucune nouvelle de Nabil et de Roxane. Plus personne va pouvoir échanger avec eux, plus personne ne peut les contacter. On sait du coup qu'il se passe quelque chose ce jour-là. Ça va commencer directement en fin de journée, plutôt vers 22 h. Nabil avait promis d'aider un de ses amis qui s'appelle Anas sur un projet scolaire où je crois que c'était l'élaboration d'un CV. Quoi qu'il en soit, il avait promis qu'après avoir son rendez-vous avec une certaine fille, il n'avait pas nommé la fille, Nabil allait derrière pouvoir recontacter son ami et l'aider. Le seul souci, c'est que Nabil a l'habitude de tenir ses promesses et là, il n'appelle pas son ami Anas. Donc Anas, lui derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de le rappeler. Ça tombe directement sur messagerie. Au départ, ça l'inquiète pas trop, hein. Il se dit tant pis, c'est pas grave. Par contre, il essaye de le rappeler le lendemain. Là, c'est plutôt inquiétant. Aucune nouvelle, toujours sur messagerie. Et la famille de Nabil, du coup, s'inquiète très rapidement également. Alors pourquoi ? Parce que quotidiennement, Nabil reste en contact avec sa famille. Comme je vous dis, il est très proche de sa famille. Et donc là, en plus d'Anas, il va y avoir le père de Nabil qui va s'inquiéter, le père qui habite au Maroc, qui commence à se dire mais c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles de mon fils, qu'est-ce qui se passe ? Donc
il y a un enchaînement avec les amis qui vont être contactés, les amis de Nabil. Tout le monde va essayer de savoir, est-ce que toi tu l'as vu une dernière fois, est-ce que tu l'as eu au téléphone? Personne ne va l'avoir vu, personne ne va l'avoir eu au téléphone. Donc là, ça commence à s'enchaîner sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, il y a aussi la famille de Roxane qui commence à s'inquiéter. Alors comment est-ce que la famille s'est rendue compte de la disparition de Roxane? Tout simplement, le lendemain matin, donc le samedi matin, le samedi 19 février, elle était censée reprendre le travail. Et la directrice appelle le père de Roxane, donc le samedi, parce qu'elle n'est pas venue et que ça ne lui ressemblait pas, parce qu'elle est toujours ponctuelle. Donc c'est à distance que les parents de Roxane ont essayé de comprendre. Malheureusement, ils n'ont pas eu de réponse. Ils sont allés voir la police qui a conseillé de se rendre sur place à Biarritz pour déclarer la disparition. La famille avait un repas de famille le dimanche, mais qui était prévu déjà sans Roxane car elle devait travailler ce jour-là, donc pas possible de se joindre à eux. C'est d'ailleurs ce dimanche que les parents ont raconté tout ça aux enfants. Au départ, ils voulaient ne rien dire parce qu'ils n'avaient pas envie de les inquiéter du tout. Et c'est à partir de ce moment-là que sa sœur, quand elle reprend la direction vers chez elle, commence à chercher sur les réseaux. Le frère de Roxane avait lui entendu via sa meilleure amie que Roxane devait voir un garçon le vendredi soir. Grâce à ces informations, ils ont réussi à retrouver son nom sur Facebook. Et sur Facebook, c'est là qu'ils s'aperçoivent que ce garçon, donc Nabil, a également disparu. En plus de ça, ils voient l'avis de disparition inquiétante tourner avec la photo de Nabil et de Roxane qui tourne. Et finalement, les deux familles commencent à échanger sur les réseaux sociaux et à essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Là, on arrive 2 jours après la disparition. Donc là, c'est de plus en plus inquiétant, c'est clair et net. Pas de nouvelles de Nabil, pas de nouvelles de Roxane, personne. C'est un cousin de Nabil qui évidemment a été mis au courant par le père de Nabil qui va se déplacer sur Biarritz pour faire des recherches avec Anas, donc l'ami de Nabil qu'il devait d'ailleurs voir après son rendez-vous avec Roxane. Ils vont commencer à faire leurs recherches et surtout ils vont aller au commissariat de police pour déclarer la disparition inquiétante de Nabil. J'ai une partie du procès verbal ce jour-là, je vais vous mettre des extraits et je vais vous dire un petit peu ce qui s'est dit, mais j'ai pas la deuxième partie. Il est précisé que avant le rendez-vous que Nabil avait, Nabil était à Bidart, donc c'est une petite commune au sud de Biarritz, et il disait justement à son ami qu'il l'aiderait après avec son CV, mais par contre que là il avait un rendez-vous. Il avait rendez-vous au McDonald's d'Anglais avec une femme qui venait d'une certaine commune au nord, et effectivement il correspondait à peu près à la commune dont parlait Roxane, mais il a jamais dit que c'était Roxane qu'il voyait ce jour-là. Dans ce procès verbal, il a été précisé que le cousin de Nabil et Anas ont vraiment fait le tour des parkings pour voir s'il y avait la voiture d'Anas qui était une Clio 3 dont on connaît évidemment l'immatriculation. Ils vont même jusqu'à Saint-Sébastien en Espagne parce qu'effectivement Biarritz, si vous le savez pas, c'est assez proche de l'Espagne et Nabil avait l'habitude avec ses amis d'aller faire des tours en Espagne. Malheureusement, ils ne retrouvent pas la voiture. De leur côté, évidemment, la famille de Roxane fait la même chose. Ils vont au commissariat, ils vont indiquer la disparition de Roxane, parler de ses signes particuliers. Elle en a pas mal, donc c'est important à préciser dans ce cas-là. Les signes particuliers, ça peut être des tatouages par exemple. Et en effet, elle a pas mal de tatouages. Elle a un soleil derrière l'oreille gauche, elle a l'inscription 1998 sur le triceps gauche et 2005 sur le triceps 3 et un visage de femme sur le haut de la jambe. Et ensuite, c'est le commissariat de Bayonne qui va lancer un appel à témoins le 21 février 2022 avec la fameuse photo qui a été prise pendant le premier rendez-vous de Nabil et Roxane. Et c'est à partir de ce moment-là que commencent les investigations. Les familles, de leur côté, elles essayent au maximum de faire leurs recherches avec les moyens qu'elles ont. D'ailleurs, pour Roxane, la sœur est allée sur place à son logement pour essayer de récolter le plus d'indices. Elle a réussi à voir au niveau des habits qui étaient présents ou absents comment serait habillée Roxane le jour de sa disparition. Elle présume qu'elle portait sa veste en cuir, la même qu'elle portait, je pense d'ailleurs, pour son premier rendez-vous avec Nabil, et également des bottines noires avec des perles blanches. Donc c'est très reconnaissable.
Par contre, elle n'est pas sûre pour l'habiller en soi, elle pense qu'elle avait une jupe noire avec un collant noir. Elle n'est pas certaine à 100%. Ce qui est important, c'est que la sœur de Roxane a pu accéder à ses réseaux sociaux, Messenger, Facebook et Instagram, parce que Roxane écrit tout sur un petit carnet, un carnet où elle a ses identifiants et ses mots de passe. Donc c'est comme ça qu'elle a pu y accéder. Et d'ailleurs, elle a pu fouiller de partout, voir s'il y avait des indices. Elle a pu fouiller dans toutes les conversations et rien de suspect n'est ressorti. Elle tient active du coup la page Instagram, la page Facebook, au cas où il y aurait une information ou quelqu'un qui essayerait de contacter Roxane dans le cadre de sa disparition. C'est lorsque la sœur a fouillé un petit peu dans les conversations qu'ils se sont rendus compte que Nabil et Roxane devaient se rejoindre à Action. Il faut savoir que Nabil et Roxane ont tous les deux des voitures, donc les principales investigations vont commencer à rechercher les voitures pour avoir une première piste. Nabil avait dit qu'il voulait aller au McDonald's d'Anglais avec la personne qu'il rencontrait ce jour-là, donc Roxane. Et effectivement, sur le parking d'Action, en face de ce McDonald's, on retrouve la voiture de Roxane. Elle est fouillée, il n'y a rien de suspect dans la voiture. On commence à penser, en tout cas les policiers commencent à établir qu'ils ont certainement dû se donner rendez-vous à ce lieu précis et ensuite partir vers un autre lieu avec une seule voiture, avec la voiture de Nabil. Il se trouve que comme Roxane habite tout au nord et Nabil habite au sud de Biarritz, ils ont sûrement décidé de se donner un point de rendez-vous un peu au centre et ensuite partir ensemble avec une seule voiture. La voiture de Nabil n'est pas tout de suite retrouvée, elle est retrouvée 2 jours après le début des investigations. Elle est retrouvée sur un parking au niveau du phare de Biarritz qui est une attraction très touristique. Dans la voiture de Nabil, il retrouve énormément d'affaires. Il retrouve d'abord le portable de Roxane, vous savez, en position GPS à la vue de tous, comme si on utilisait son portable pour un GPS pour aller quelque part. Il est éteint, il n'a plus de batterie. Il y a aussi son sac à main avec toutes ses affaires dedans. Il y a également l'ordinateur portable de Nabil et aussi son deuxième portable parce qu'il y avait apparemment 2 portables. Après ça, il y a effectivement un bornage téléphonique qui est réalisé parce qu'il manque un des portables, c'est le portable de Nabil. Ce bornage téléphonique indique que la dernière fois que les portables de Nabil et Roxane bornent, c'est effectivement une zone située entre le phare de Biarritz et le rocher de la Vierge, ce qui correspond à peu près à la localisation de la voiture et des affaires de Nabil et Roxane. Ce dernier bornage a lieu donc le vendredi 18 février 2022 à 18h18. On va pas se mentir, le lieu de la disparition est très inquiétant et commence vraiment à faire penser à un scénario horrible. Pourquoi je dis ça? D'un côté, on a cette superbe attraction touristique, un phare qui donne un point de vue magnifique sur l'océan avec des jolies vagues. Il y a des accès à des points de vue directement, j'ai l'impression, sur des marches directement dans la roche, mais également à des plateformes vraiment devant le phare qui donnent directement sur l'océan. C'est vraiment joli, très beau point de vue panoramique, mais quand l'océan est calme, parce que malheureusement quand l'océan n'est pas calme, c'est ultra dangereux parce que les vagues peuvent être vraiment immenses et tout emporter sur leur passage. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des vagues submersives. Et ce 18 février, à l'heure du dernier bornage, donc 18h18, malheureusement, l'océan était déchaîné, les vagues étaient submersives. Le dernier bornage qu'on a concernant le téléphone du jeune homme, c'est à 18h18. Or, à ce moment-là, nous savons que les vagues étaient de 5,60 m. Donc extrêmement violente. Le vendredi 18 février, il y a eu la tempête Eunice qui a touché le nord de la France. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'on parle de ça alors qu'on est dans le sud. La tempête, elle a eu des impacts au niveau de l'océan Atlantique, au niveau des marées et de la hauteur des vagues, qui risquaient du coup d'engendrer des zones de submersion sur les zones exposées au littoral. Donc ce vendredi 18 février 2022, il y avait une alerte spéciale à Biarritz, une alerte vague submersion qui allait s'étendre au moins jusqu'au mardi d'après, voire plus. Et donc c'est avec tous les éléments que je viens de vous citer que la police part sur la thèse accidentelle. Effectivement, des noyades dues à des vagues submersives qui emportent tout sur leur passage, c'est très possible. Et donc les recherches s'articulent autour de la zone que je vous ai indiquée, donc le phare de Biarritz. Ce jour-là, les vagues étaient très fortes sur ce front de mer réputé pour sa beauté et ses dangers. Là-bas aussi, au bout du phare, il y a déjà eu des noyés, des disparus, des morts, oui.
Des recherches ont été menées pour retrouver la jeune aide-soignante et son compagnon étudiant en école d'ingénieur, mais elles n'ont rien donné. Donc les recherches, c'est hélico, c'est drones qui font tout le littoral. Malheureusement, on ne peut pas faire des recherches très poussées au niveau marin. De ce que m'a dit la sœur de Roxane, il n'y a pas eu de recherche en bateau, il n'y a pas eu non plus de plongeurs. Dans les premiers jours, tout simplement parce que c'était ultra dangereux, que c'était impossible, et je crois que malheureusement, ça n'a jamais été fait. Et donc on n'a récolté aucun indice à ce moment-là. Désolée de le dire, mais la police a fait montre d'une négligence manifeste quant à la recherche de mon frère. Mes parents et toute ma famille ont été toujours mal accueillis de la part de la police de Bayonne. Les enquêteurs disent bien qu'ils ne ferment aucune piste, mais les seules recherches et investigations qui ont été réalisées sont dans l'éventualité d'un accident et pas dans une autre éventualité. Les comptes bancaires de Nabil et Roxane ont été investigués et depuis le jour de la disparition, il n'y a eu aucun retrait ou aucun mouvement ni chez l'un ni chez l'autre. Et j'ai appris par la sœur de Roxane que les ADN de Nabil et Roxane avaient été prélevés et mis dans une base de données afin que s'il y a un corps quelque part en Europe non identifié qui ressort, on puisse comparer l'ADN avec ceux prélevés pour Nabil et Roxane. De son côté, la famille de Nabil a fait le choix de prendre un avocat pour les aider dans les démarches juridiques, tandis que ce n'est pas encore le cas pour la famille de Roxane au moment où je vous parle. L'avocat pris par la famille de Nabil a essayé de faire des demandes pour récupérer des enregistrements de vidéos de caméras de surveillance et malheureusement ça n'a pas abouti, ça n'a rien donné et il n'a pas pu les obtenir ni les visualiser. J'ai du coup redirigé les deux familles vers la délégation de la RPD qui s'occupe de cette région précisément, qui va se charger des premières investigations, qui a déjà pris contact avec les pompiers, qui va aller sur place, qui va également essayer de donner au maximum les conseils juridiques et les orienter vers des démarches à suivre qui pourraient les aider ensuite pour connaître la vérité. Également, les membres de la famille ont déjà été contactés par la RPD pour essayer de comprendre le contexte, où est-ce qu'ils en étaient dans leur démarche à eux et qu'est-ce qu'ils attendaient de notre aide. En tout cas, pour vous dire, ils sont entre de bonnes mains dans l'association. À ce stade de la vidéo, il y a quand même plusieurs pistes qui peuvent être encore envisagées, même s'il y a une piste principale à laquelle on pense et qui est clairement la piste accidentelle. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se permettre de fermer une piste ou une autre en fonction d'un ressenti sans tout avoir investigué. Tant qu'il n'y a pas de corps, il y a toujours de l'espoir, même s'il y a un doute qui persiste au fur et à mesure du temps qui passe. Dans la partie théorie, on va énumérer les théories encore probables aujourd'hui, on va dire de la moins probable à la plus probable. C'est pour ça que je vais commencer avec la vraiment moins probable, la théorie que ces deux jeunes gens aient mis fin à leur jour ensemble. Pourquoi est-ce que c'est peu probable? Déjà, de 1, ils ne se connaissaient pas depuis longtemps, depuis janvier. Donc bizarre d'organiser un suicide collectif à deux sous aucun prétexte, sous aucune raison. Dans leur vie, tout le monde allait vraiment bien. Au moment de la disparition, Nabil allait avoir un nouveau travail. Il a une famille qu'il aime, il a des amis avec qui il a une super entente et qui commence à faire des nouvelles rencontres. De même pour Roxane qui arrive, qui est très contente dans son nouvel appartement, qui a un travail qui lui plaît et puis elle aussi qui adore la côte basque. Donc on voit pas du tout pourquoi est-ce qu'ils auraient mis fin à leur jour ensemble. C'est pour ça qu'on passe à l'autre théorie. Une théorie qui pourrait être plus probable, c'est peut-être une fugue amoureuse. Encore une fois, je le redis, mais Nabil et Roxane ne se connaissent pas depuis longtemps, donc choisir au bout du deuxième rendez-vous de fuguer, ça me paraît bizarre. Surtout qu'on retrouve presque l'entièreté de leurs affaires dans la voiture de Nabil. S'ils avaient fugué, je pense que Roxane aurait au moins pris son sac, lui il aurait peut-être pris son ordi. Je les vois mal partir à pied à partir du phare à 18h18, 18h30 pour fuguer ensemble, ou alors il y aurait une voiture qui les attendait à ce niveau-là, mais franchement je pense pas, je vois pas comment ça pourrait être possible. Je pense pas qu'ils soient partis de manière intentionnelle dans une autre voiture. La fugue amoureuse n'est pas à privilégier du tout dans cette disparition. Après, ce n'est que mon ressenti. Puis également, je vous disais que la sœur de Roxane avait accès à ces discussions avec Nabil sur Messenger et sur Instagram, et aucune de ces possibilités, que ce soit mettre fin à leur jour ensemble ou partir en fugue amoureuse ensemble, n'a été envisagée par l'un ou par l'autre dans les conversations. Il est trop attaché à sa famille, donc il ne peut
En aucun cas les abandonner volontairement. Donc nous pouvons derrière légitimement penser à la théorie criminelle. La théorie criminelle est encore aujourd'hui probable. Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est la manière dont les affaires ont été mises en évidence, comme si on sortait vraiment 2 secondes de la voiture et qu'on revenait ensuite. Parce que généralement, on laisse pas son sac, son portable ou alors même son ordi en évidence dans la voiture. Donc là, je pense qu'il y avait que le portable qui était en évidence, quand bien même. Après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il se serait fait agresser ou peut-être même enlever et séquestrer quand ils sont arrivés sur le lieu de la disparition, donc sur le parking, par quelqu'un qui les attendait là. Donc soit c'était quelqu'un qui les connaissait et qui avait une dent contre l'un ou contre l'autre, mais je pense pas que c'était quelqu'un qui les attendait pour les agresser comme ça de manière aléatoire. Dans la voiture, il n'y a eu aucun vol, pourtant il y avait des appareils électroniques. C'est vrai que s'il y a eu un enlèvement et séquestration dans le cadre de ce dossier, je pense plutôt parce que c'était visé soit sur l'un ou soit sur l'autre, mais pas de manière gratuite, je pense pas. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir s'il y avait des caméras de surveillance autour du parking. Je me suis posé la question, je suis allée regarder d'ailleurs avec les enquêteurs de l'ombre sur Twitch. Ensemble, on a regardé s'il y avait des caméras de vidéosurveillance qu'on pouvait apercevoir. Malheureusement, on n'en aperçoit aucune. Ensuite, au niveau de l'ARPD, l'enquêteur qui va se charger du dossier a confirmé qu'à ce niveau-là, il n'y avait aucune caméra de vidéosurveillance. Par contre, il y a un palace 5 étoiles juste à côté du phare. Il y a très certainement des caméras à l'entrée, vu le standing de l'hôtel. Par contre, je peux vous dire que les enregistrements n'ont jamais été saisis. Aucun enregistrement de vidéo de caméra de surveillance n'a été saisi et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu voir au moins s'ils étaient seuls dans la voiture, s'ils ont vu des gens suspects tourner autour ou arriver vers le phare. Enfin, en tout cas, malheureusement, toutes ces données sont perdues. Donc pour ce qui est de toute façon des caméras publiques, malheureusement les enregistrements au bout d'un mois, s'il n'y a pas de saisie ou demande express faite, ils sont écrasés. Pour ce qui est des caméras privées comme pour l'hôtel, ça je ne sais pas. J'espère que peut-être c'est encore disponible, donc il faudrait aller voir de ce côté-là, même si c'est 5 mois après la disparition. Malheureusement, il n'y a aucune caméra qui donne un point de vue sur le phare et il y en aurait une également au phare mais qui ne fonctionne pas. Enfin, niveau piste criminelle, il est aussi légitime pour chacune des 2 familles de penser que l'un ou l'autre, que Nabil ou Roxane, soit dans le coup. En effet, aucune des 2 familles n'était au courant de l'existence soit de Nabil, soit de Roxane, en fonction des familles. Et du coup, je me mets à leur place et c'est exactement ce que j'aurais pensé directement. Je me suis dit, la personne qu'elle a rencontrée ou qui l'a rencontrée lui a fait du mal. Mais plusieurs facteurs ont fait que les doutes à ce niveau-là ont été levés. Déjà, de 1, les familles ont été rassurées parce qu'elles ont échangé ensemble, puis même les parents se sont rencontrés. Donc ce qui effectivement a rassuré sur le caractère et de Roxane, sur le caractère de Nabil, de voir que les familles étaient des familles posées sans problème particulier. De plus, encore une fois, je vous l'avais dit, la sœur de Roxane a pu lire toutes les conversations qu'elle a eues avec Nabil et c'était des conversations saines de 2 personnes qui s'appréciaient, peut-être qui allaient commencer une relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Rien d'alarmant, rien de bizarre. Enfin, évidemment, la théorie la plus probable est malheureusement la théorie accidentelle. J'y ai beaucoup pensé et de plus en plus, malheureusement, je pense qu'elle est probable, notamment déjà avec l'alerte de vagues submersives qu'il y avait ce jour-là précisément, de l'endroit où a été retrouvée la voiture, au niveau du phare. L'heure aussi, on sait qu'ils étaient à ce niveau-là vers 18h18 au moins. J'ai regardé, le coucher du soleil ce jour-là se fait vers 18h42. Donc je me suis dit que peut-être Nabil avait dans l'intention de faire une petite sortie romantique parce que c'est vrai qu'il y a un beau point de vue sur l'océan et qu'il peut y avoir des très beaux couchers de soleil. Donc je me suis dit peut-être tout simplement qu'il avait prévu d'emmener Roxane voir un joli coucher de soleil pour que ce soit un peu romantique. D'ailleurs, on voit sur leur seule photo, la photo du premier rendez-vous qu'ils ont eu ensemble, qu'ils sont déjà en face de l'océan, en face de l'eau. Donc peut-être qu'ils apprécient passer des moments en face de l'eau et qu'ils ont voulu renouveler l'expérience vu que la première fois, ça s'était apparemment très bien passé. Comme il faisait beau ce jour-là, on peut se dire que Nabil et Roxane ont mal évalué la puissance et la dangerosité des vagues. En plus, malheureusement, ce lieu est connu pour ce type d'accident, d'être emporté par une vague submersive et derrière se noyer.
En 2012, il y avait un homme de 72 ans qui avait malheureusement trouvé la mort dans ces conditions-là. Et en 2014, il y a une vidéo que je vais vous mettre ici qui montre la puissance d'une vague submersive au niveau du phare également, qui emporte carrément 2 personnes, sachant qu'il y avait un homme et une femme. L'homme a été sauvé in extremis et la femme malheureusement est décédée et son corps a été retrouvé plusieurs semaines après sur une plage des Landes. Donc le courant l'avait amené jusque sur la plage. Sur ces images amateurs, on aperçoit le groupe de 7 promeneurs qui se sont aventurés sur cette zone de rochers. Quand soudain, une vague, bien plus grosse que les autres, vient submerger la digue. Les témoins de la scène mettent quelques instants à réaliser que 2 personnes ont été emportées. Ah, ils sont dans l'eau, ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau, tes potes, oh. Hé, tes potes, ils sont partis à l'eau, là. Les 2, là, ils sont dans l'eau, là. Appelle les flics, vite. Il y en a une énorme qui est arrivée, ils l'ont pas vu arriver, ils étaient en train de parler entre eux, en plus ils étaient dos à la mer. Donc... Ce qui m'interpelle dans cette disparition, c'est que on est 5 mois après et que malheureusement, il n'y a aucun corps qui a été retrouvé. Donc c'est pour ça qu'on se pose aujourd'hui des questions. S'il n'y a pas de corps, c'est peut-être tout simplement qu'ils ne sont pas noyés ou tout simplement que malheureusement les courants étaient différents ce jour-là. Avec encore une fois l'aide de mes enquêteurs de l'ombre sur Twitch et plus précisément Marine que je remercie ici, on a pu évaluer ce jour-là, cette heure-là précisément, le sens des courants. Effectivement, le sens des courants vers ces heures-là était plutôt vers le sud, donc vers l'Espagne. Donc c'est probable peut-être que si un jour, et s'ils se sont noyés, on retrouve leur corps en Espagne. Donc on est allé faire des recherches par hasard pour voir s'il y avait eu des corps non identifiés repêchés entre février 2022 et maintenant. Soit le timing ne correspondait pas, ou soit le lieu ne correspondait pas, par exemple des corps ou des ossements retrouvés en Méditerranée. Moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est la manière dont étaient disposées les affaires dans la voiture. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils auraient laissé toutes leurs affaires comme ça à disposition, à part si simplement ils pensaient naïvement que c'était pas dangereux. Bon, et d'ailleurs, ils avaient peut-être raison parce que quelques jours après, les affaires étaient toujours présentes dans la voiture. Il n'y a rien qui nous indique qu'ils sont allés jusqu'au phare, il n'y a rien qui nous indique qu'ils ne sont pas partis à pied dans un sens opposé, il n'y a rien qui nous indique qu'ils ne se sont pas fait agresser. C'est pour ça que toutes les pistes aujourd'hui doivent être investiguées pour pouvoir les fermer et rester focus sur une piste. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les 2 familles restent sans réponse et c'est vraiment très douloureux. Pour le côté de la famille de Nabil, c'est plutôt la thèse de l'enlèvement et de la séquestration qui est privilégiée et comme je vous dis, qui reste probable aujourd'hui parce que effectivement, pas d'élément qui va à l'encontre de cette théorie. Pour nous, aucune piste n'est écartée tant qu'on n'a pas de preuves. Tout est possible, mais on pense qu'ils ont été kidnappés et après on ne sait pas parce qu'on n'a pas de preuves. On n'en a vraiment aucune preuve, ni témoin, ni rien, donc on ne peut pas savoir. On tient le coup difficilement avec beaucoup d'amertume, en particulier ma mère. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut que les investigations continuent. Pour ce qui est des investigations officielles, ça a malheureusement l'air de stagner. Et nous, de notre côté, avec la RPD, on va faire le maximum pour aider ces familles. Si vous avez des informations, si vous avez vu ces jeunes gens, ce dernier jour, si vous avez repéré quelque chose d'inquiétant, n'hésitez pas à me contacter moi directement, contacter la RPD ou alors contacter le numéro qui s'affiche ici, qui est le numéro du commissariat de police de Bayonne. Je tenais également à souligner une triste coïncidence. La veille, un homme à une vingtaine de minutes au sud, donc à Saint-Jean-de-Luz, un homme de 58 ans, Sylvain Rousseau, était porté disparu. Donc au départ, on a peut-être pensé que c'était relié, mais en fait pas du tout. Malheureusement, dans cette disparition, c'est plutôt la théorie du suicide qui est envisagée. Mais aujourd'hui, ce monsieur est toujours porté disparu, donc on pense évidemment à
à lui et à sa famille. Alors, dans les commentaires, je tiens à préciser, s'il vous plaît, je ne veux pas de « oh, ils l'avaient cherché, s'ils se sont noyés, c'est leur faute, blablabla, ils étaient inconscients ». J'ai vu 1 million de commentaires comme ça sous les vidéos que j'ai pu observer avec des accidents qui pourraient être similaires. Je trouve ça horrible. N'oubliez pas que ce sont des personnes, l'erreur est humaine, que si cette théorie est la bonne, malheureusement, ils ne sont plus de ce monde aujourd'hui, qu'il y a les familles derrière qui regardent ces vidéos, qui sont impactées, qui pensent à ça tous les jours. Donc s'il vous plaît, respectez bien l'espace commentaire. Si de toute façon il y a un commentaire que je trouve indécent et non approprié, je l'efface direct. Il y a eu aussi une vidéo sur cette disparition faite par une youtubeuse, j'imagine marocaine, je suis pas sûre. Elle s'appelle Safa, je crois qu'elle a plus d'1 million voire 2 millions d'abonnés et elle a fait une vidéo avec pas mal de portée au niveau des franco-marocains ou des marocains. Donc n'hésitez pas, si vous avez une grosse communauté à qui vous pouvez partager cette vidéo, la mienne et celle de Safa, n'hésitez pas à le faire, ça pourra que augmenter la possibilité derrière d'avoir peut-être un témoignage ou une piste, même si ce n'est qu'une seule piste qui pourrait nous aider dans ce dossier. Je vous remercie si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour le référencement de cette vidéo, c'est important, un petit like. Si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. On se tient au courant sur l'onglet communauté de ce qui va arriver, vu que c'est les vacances, c'est un peu différent d'habitude. Peut-être un live sur Twitch avant que je parte en vacances, et normalement même pendant que je serai en vacances, il y a des vidéos qui vont sortir. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et en attendant, prenez soin de vous.